gratuite qui permettait de se rendre d'un site à l'autre. Il y avait 4 circuits qui parcouraient le centre-ville, le plateau, le Maryland et le Vieux-Montréal. Encore là aussi, il y a des centaines, sinon je dirais même des milliers de personnes qui ont profité de ces navettes gratuites. Il y avait une soixantaine d'arrêts répartis. Donc, c'était une autre façon de faire le tour des sites. Les transports adaptés également étaient en mode nuit, soit jusqu'à 4 heures du matin. Donc, le service est exceptionnellement prolongé. Et pour ceux qui se promenaient dans le réseau, il y avait des activités dans le métro, l'organisme Ligne Bleue, notamment la station Jean Talon. Il y avait des spectacles des étoiles du métro à Berry-UQAM, au complexe des Jardins, au centre Eaton aussi. Alors, il y avait beaucoup de vie dans le métro. On sait qu'il y a toujours de la vie dans le métro la nuit parce que ce sont des employés qui font des travaux de rénovation, de maintien et de réparation. Mais là, pour une rare fois, une fois par année, bien, il y a un autre type de vie dans le métro la nuit. Parlant des étoiles du métro, il y a eu, récemment, on a dévoilé les 50 groupes de musiciens et de solistes qui font partie du programme des Étoiles du métro. C'est un programme qui existe depuis 2012. Il y a 4 emplacements dans le métro qui sont assignés aux musiciens. Berry-UQAM, Place des Arts, Jean Talon et McGill. Donc, les Étoiles du métro ont ces espaces-là qui leur sont réservés. Et une fois qu'on les a identifiés dans ce cadre-là, ce sont des partenaires dans différents événements, notamment la Nuit Blanche. Mais on les retrouve aussi aux Journées de la culture, à la Feria du vélo. Donc, ça leur permet de se faire connaître aussi à l'extérieur du réseau du métro. Alors, on va passer maintenant à la période de questions du public. Il y a une dizaine de questions. Je vous encourage à être succinct dans vos questions. On sera succinct dans nos réponses et le plus clair possible dans nos réponses aussi. Alors, j'invite d'abord M. Claude Sabat, qui veut nous parler de transport adapté. Oh, Madame Sabat. Non, Monsieur Sabat. OK. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. OK, mon nom est Claude Sabat, comme vous l'avez dit, monsieur Claude Sabat. OK, j'appelle je veux remercier le transport adapté pour le travail qu'ils font qui est incroyable. Taxi accessible, minibus et les directions de transport adapté. C'est tout. C'est tout. Écoutez, ces remerciements-là sont les bienvenus. Je vous remercie. Merci. On les transmet à toute l'équipe du transport adapté également. Merci, M. Sabat. J'invite maintenant M. Francis Lapierre. Oui, bonsoir, tout le monde. Je ne sais pas si c'est à la bonne hauteur. OK, c'est ça. Je voulais savoir si vous aviez lu mon mémoire. Qu'est-ce que vous en aviez pensé? Oui, le mémoire du mois dernier où on parlait de différentes sources d'énergie nouvelles. Vous nous l'avez remis, j'en ai pris connaissance, on l'a regardé rapidement, cela dit. Écoutez, il y avait des propositions dans ça qui étaient très audacieuses, clairement. Nous, on a néanmoins, vous savez, des projets pilotes actuellement, des choses qu'on va mettre de l'avant au cours des prochaines années pour améliorer notre efficacité énergétique avec l'électrification des transports. Donc, ce sont des choses auxquelles on croit sérieusement. On va proposer différentes approches là, au cours des prochaines années, différents types, pour réussir à développer et à utiliser la meilleure technologie pour arriver à un réseau complètement électrique dans un avenir peut-être un peu lointain, mais à partir de 2025, on souhaite n'acquérir que des véhicules 100% propulsés à l'électricité. Donc, on va dans cette direction-là. Effectivement, les idées, même les plus originales, peuvent être examinées. Alors, c'est dans cette perspective-là qu'on a pris connaissance de votre mémoire. Je voudrais préciser ma proposition parce que je n'avais pas examiné 2 facteurs. D'abord, le prix actuel des panneaux solaires. J'avais dit que ce ne serait pas actuellement viable, effectivement, mais à partir de 2020-2022, le coût des panneaux solaires devrait diminuer aux alentours de 3 sous le kilowattheure à peu près. Si actuellement on mettait des panneaux solaires sur un toit d'autobus, ça coûte, pour un 40 pieds, ça coûterait environ 90 000 $. Donc, ce n'est pas viable. Par contre, avec le temps, ça va le devenir.
donc aux alentours de 2020. Et puis, j'ai pensé qu'on pourrait expérimenter avec un prototype avec seulement 2 mètres carrés de panneaux solaires, OK, et puis 2 génératrices seulement. À ce moment-là, parce que j'ai calculé les énergies, puis ça, pour un autobus de 20 000 kg, donc roulant à 54 km/h, j'ai calculé que ça prendrait seulement 625 kWh d'énergie, de wattheures, même pas des kilowatts, des wattheures, 625 wattheures pour avoir l'énergie cinétique pour déplacer l'autobus. Puis, en ayant 2 génératrices qui feraient 250-300 watts, plus le panneau solaire qui ferait environ 121 watts, les énergies s'équilibrent à peu près. Donc là, il faudrait considérer ça, faire des recherches davantage pour voir les coûts. Mais il y a des avantages à ça. C'est que vous êtes autonome en énergie, vous n'avez plus besoin de station de recharge ou pratiquement. Donc ça, c'est des coûts qu'on vous enlèverait. Donc, et puis, on pourrait amener les utilisateurs à participer davantage en mettant des écrans tactiles qui permettraient aux utilisateurs de calculer leurs efforts en kilowatts. Et ensuite, on pourrait... Écoutez, je vois que vous avez beaucoup d'informations là-dessus. C'est sûr que nous, on participe à toute la recherche et le développement pour réussir à développer le meilleur produit qui répondra à nos besoins. Je vais laisser M. Desrosiers vous répondre. M. Desrosiers est ingénieur. Je pense que vos efforts sont très louables, mais toutefois, je pense que vous avez la mauvaise tribune. Nous, on ne développe pas de bus. En fait, ce que nos clients veulent en premier sur un bus, c'est qu'il soit fiable et qu'il ne lâche jamais. Puis une journée comme aujourd'hui, à moins 15 sur Côte-des-Neiges, un bus fait 500 km. On veut vraiment avoir un bus très fiable. On fait beaucoup de projets de recherche, mais on ne touche jamais à la propulsion ni au bus. Ça, on laisse ça aux manufacturiers et on ne s'engage jamais à long terme par rapport à ça. Fait que je vous inviterais plutôt à faire affaire avec les manufacturiers. Même si on écoute tout ça et on se tient au courant, on n'ira pas nous-mêmes développer un bus. Ce n'est pas notre travail. Okay. Alors, merci, M. Lapierre. Donc, à ce moment-là, il faudrait que je... Comme Novabus ou... Novabus ou un autre. OK. Ben, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour. Bonsoir. J'appelle maintenant M. Gérald Briand. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir. Ça serait pour un complément de dossier à remettre au vice-président. Le 86, l'Avenir de l'Est en a parlé le 18 février. Alors, je voudrais remettre ce dossier à monsieur. D'accord. Je peux y remettre immédiatement? Ben oui, vous pouvez nous l'apporter. Réunion, mais après la réunion. Vous allez lui répondre? Oui. Bonjour, M. Briand. Vous étiez ici en février pour l'information des gens dans la salle avec des questions qui touchent l'autobus 86 à Pointe-aux-Trembles. Et vous avez indiqué que l'autobus ne respecte pas la cédule, était souvent en retard. J'ai dit on va prendre les 60 jours avant de revenir, mais je vous remercie d'être ici quand même. Nous avons fait des vérifications préliminaires. La cédule d'autobus, l'intervalle de service est entre 25 et 33 minutes en semaine et 30 à 34 minutes de fin de semaine, qui est dans les normes pour un tel type d'autobus. On a commencé à faire des vérifications préliminaires. Nous n'avons pas constaté un problème de cédule, mais on va continuer de travailler. J'ai dit on a besoin de 60 jours. Et vous avez aussi posé une deuxième question, je pense que c'était vous, concernant la desserte locale entre les deux quartiers de votre arrondissement. Nous avons reçu... Non, OK. Donc, il y a deux requêtes que nous avons reçues au même temps concernant 86. Le vote qui touche le cédule, un autre qui touche les dessertes locales dans l'arrondissement. On a jumelé les deux, on enquête les deux. Le comité de service à la clientèle a reçu M. Michel Tremblay dans notre service planification, dernière réunion. Il a expliqué ce qu'il a fait dans le dossier d'autobus 86 et il a développé quelques scénarios qu'il va discuter avec les élus locaux dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles dans le mois d'avril pour voir s'il y a des améliorations qui pourraient être faites. Mais concernant la cédule, jusqu'à ce moment, on n'a pas constaté les autobus qui étaient entre 6 et 10 minutes en retard que vous avez indiqué aux dernières fois. La bonne nouvelle aussi est que
il n'y a pas un problème avec surcharge dans l'autobus. Nous n'avons pas 40 constaté... minutes, vice-président, ou 40 minutes. Oui, je sais. Les clients sont pas Oui, là. oui, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas constaté ça, mais on va continuer d'enquêter. Quand un client loyal comme vous êtes ici pour nous informer, on fait ce qu'on peut pour assurer que si c'était un problème de parcours et c'est réglé, on va vous dire ça. C'est un vrai problème, on va le solutionner, mais on va continuer de travailler pour assurer qu'on vous donne la bonne réponse. Merci beaucoup, M. le Président. Donc, quand on aura le service IBUS d'ici les prochains mois, là, ça nous permettra d'être encore beaucoup plus précis là, quant à ça. Madame Pierre-Antoine, qui est de l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, M. Briand. Alors, nous prenons à cœur cette préoccupation que vous avez et que nous partageons, nous aussi, comme élus dans l'arrondissement. Donc, effectivement, comme disait mon collègue, M. Rothschild, nous avons une rencontre avec des représentants de la STM pour regarder toute la problématique du transport en commun dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles. Mais soyez rassurés que, comme portant les deux chapeaux, j'aurai autant comme étant administratrice ici au CA et aussi élue de l'arrondissement, j'aurai à cœur donc ce dossier-là. Donc, nous allons regarder cela et tenter avec la STM et les élus et fonctionnaires là-bas d'améliorer, si possible, le transport collectif là-bas. Et aussi, n'oubliez pas que l'été prochain, on va avoir une plage à Pointe-aux-Trembles et aussi la place du village de la Pointe-aux-Trembles aussi. Ça va ouvrir. Le 86, ça va sur Saint-Baptiste, Notre-Dame. C'est juste Saint-Baptiste et Notre-Dame. Ça va être juste des piétons qui vont être là. C'est la place du village de Pointe-aux-Trembles qui ouvre cet été, plus notre plage. Donc, vous avoir plus de clients. Alors, je pense que là, ça peut vous aider dans votre décision. Vous savez qu'on s'adapte aussi aux nouvelles réalités. On fait des analyses des nouvelles situations, donc pour en tenir compte éventuellement. C'est un dossier que je suis aussi par intérêt. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci, bonsoir. Maintenant, Mme André Tivierge, qui va nous parler du terminus Lionel-Groulx. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, je viens vous parler d'un problème que nous avons depuis 2011. On a fait une multitude de plaintes par courriel, par téléphone, en personne. Le problème est qu'on est entouré d'autobus. Vous avez fait un nouveau terminus sur la rue Green. Le seul édifice qui est entouré par les autobus de la STM, c'est notre édifice. À côté, c'est une église, est fermée. En face, c'est une église, elle est fermée. Donc, on est les seuls à subir vos moteurs, l'oxyde de carbone, le bruit. À 5h30 le matin, l'autobus 71 arrive dans ma chambre. Il faut que je me lève, parce que là, il n'y a plus moyen de dormir. Le moteur roule à plein pouvoir. On leur a demandé, fermez votre moteur. C'est écrit, je ne roule pas, je coupe mon moteur. Il n'y a pas personne qui le fait. Écoutez, il faut faire quelque chose. On n'est pas obligé. On est tous de très bons clients avec la STM. On prend tout le métro, l'autobus. On est une résidence pour personnes âgées. On a le droit de dormir plus tard que 5h30. Moi, je ne travaille pas pour la STM, je ne travaille plus pour personne. Mais lorsque j'appelle ou lorsque j'écris pour me plaindre du moteur, des moteurs qui roulent, on me demande « Oh, madame, levez-vous, dites-moi le numéro d'autobus, à quelle heure il arrive, à quelle heure il part. » Hey, je ne travaille pas pour vous autres. Vous ne me payez pas pour travailler pour vous autres. Moi, je veux juste la paix. Je suis une cliente, je paye quand je prends le métro. Je veux la paix. On veut toute la paix. Demandez à vos chauffeurs de couper leur moteur. Parce qu'ils nous empoisonnent la vie et nous empoisonnent notre retraite. On en a parlé le mois dernier aussi. Oui, le mois dernier, il y a des gens qui sont venus pour en parler. Il y a, je crois, des interventions qui ont été faites auprès des chauffeurs, une sensibilisation auprès des chauffeurs. M. Rothschild veut rajouter... Bonjour, Mme Tiverge. Il y a 2 personnes qui étaient ici le mois dernier pour nous sensibiliser la même problématique. Nous avons donné le dossier à M. Poisson de la division d'autobus et Mme Vaillancourt qui va faire le suivi. On a commencé à faire des observations et effectivement...
lors des nouveaux horaires, un rappel a été fait aux employés comment ils doivent respecter la règle de couper le moteur. Le dossier que j'ai dit qu'un rappel serait fait à l'ensemble des chauffeurs qui utilisent ce terminus. M. Poisson et Mme Vaillancourt vont donner le suivi pour assurer que le problème est réglé. Quand il y a des gens qui viennent, qui tout témoignent dans le même sens qu'il y a un problème, effectivement, il y a un problème. Absolument. C'est ça. C'est un grand terminus et on ne veut pas que les gens perdent de leur qualité de vie. Je vous jure qu'on va faire le suivi avec les chauffeurs. J'avais eu un problème similaire dans mon quartier. C'était réglé avec la vigilance de la division d'autobus. Donc, je pense que M. Poisson est chef de file. Poisson, vous me dites Poisson? Oui, M. André Poisson. Et Madame Letouche m'a remis une feuille avec justement les numéros d'autobus, donc ça va nous faciliter la vie aussi. Vous, là. Merci, Madame Letouche. Ça va nous faciliter la vie pour évidemment parler aux chauffeurs concernés. Alors, ça sera très utile et puis... Lorsqu'on leur demande gentiment, parce que des fois je descends, puis je leur demande gentiment, monsieur, pourriez-vous fermer votre moteur? Ils sont tellement grossiers et impolis, inconcevable. Alors là, on a quelques numéros. On pourra communiquer directement avec eux. Vous n'avez pas jeté ceux que je vous ai envoyés, j'espère, hein? Parce que je vous ai envoyé une Je les ai certainement pas jetés, mais je les ai peut-être pas reçus personnellement. Mais, pas vous, je ne l'ai pas envoyé à non, vous. d'accord. Ben non. Mais non, j'espère qu'ils ne prennent pas mes plaintes et qu'ils les jettent dans la poubelle. Là. Non, ça, je peux vous assurer de ça. Ah, d'accord. Puis comme ça, ici, on ne le jette pas. Là, je le donne à M. Desrosiers. Vous allez suivre le dossier, mais moi, je vais les suivre à tous les matins à 5h30. Ouais. Voilà. Ben, j'espère que vous serez en mesure de dormir. J'espère que j'ai fini. On prend tout ça en considération, puis très au sérieux. Merci. Merci. J'invite maintenant Mme Thérèse Wilson. C'est le même sujet. Est-ce que la réponse vous convenait? Bon. Bon, alors, on met côté 2X à côté. J'invite maintenant M. Craig Sauvé, qui est conseiller municipal dans le district où est le terminus d'autobus, notamment, dans Saint-Henri-de-Petite-Bourgogne. En fait, oui, je pourrais témoigner du fait de Madame. Mon bureau est juste à côté. J'habite le quartier. Il y a un problème encore. J'en prends des photos et je vais regarder ça avec vous autres là, parce que c'est un problème. À 5h30 le matin? Des fois, là, pas mal tôt, là, puis pas mal tard aussi. Donc, c'est la vie d'un nouveau politicien de s'adapter à de nouveaux horaires. Alors, je vous écoute, M. Sauvé. Merci. Ma question ce soir, bonjour à tout le monde, se porte sur la question des sommaires décisionnels. Donc, les documents sur lesquels sont basées vos décisions, les documents avec d'informations sur chaque point. Comme vous le savez, je pense, sur le plateau et dans Rosemont-Petite-Patrie, ces sommaires décisionnels sont publiés 48 heures avant le conseil. Donc, c'est une mesure d'accroître la transparence pour les citoyens qui voudraient participer à un conseil. En fait, je crois, et c'est dommage que M. Parenteau n'est pas là, parce qu'à Verdun aussi, si je me trompe, ils viennent de publier les sommaires décisionnels avant les conseils. Et dans le Sud-Ouest, je vous donne en primeur, on est en train d'instaurer cette pratique-là aussi. Donc, on sait que les services sont moins confortables avec ça parce qu'il faut changer des façons à faire et ça peut incommoder les gens. Donc, ce qu'on a dit dans le Sud-Ouest, c'était que, regarde, on fait le maximum qu'on peut. Essayez de publier le maximum d'informations parce que si vous ne pouvez pas donner tout au début, c'est correct, on peut vivre avec ça, mais faisons un effort. Donc, serait-il possible de faire le même ici à l'STM? Vous n'aurez jamais vu une décision aussi rapide parce que je suis heureux de vous dire qu'à partir du mois d'avril, on va publier les sommaires décisionnels après le conseil d'administration. On a pris cette décision-là. Avant le conseil, depuis longtemps, on publie l'ordre du jour. Donc, on a quand même une idée des dossiers qui sont traités. Ça va se poursuivre. Et on a choisi de publier après le conseil, donc dans les jours qui suivent. On parle d'avril parce qu'il faut établir le processus. On ne peut pas faire ça en claquant des doigts. Donc, on publiera l'essentiel des sommaires décisionnels à compter du mois d'avril. Comme journaliste, moi je voyais, comme ancien journaliste, je voyais l'intérêt aussi à ce qu'on le fasse en toute transparence. Alors, vous serez exaucé prochainement. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Je dirais plutôt que c'est quand même important avant les conseils pour que
cette mesure de transparence. Je vous accuse de rien, je dis juste qu'il faut pousser la question de transparence de toutes nos institutions publiques le plus que possible pour que je sais qu'il pourrait y avoir des informations sensibles dans les documents. Mais je comprends qu'il y a aussi parfois des dossiers, même aujourd'hui, ça a été le cas, qu'on a décidé de reporter, donc de publier les sommaires décisionnels avant que le Conseil en ait pris connaissance. Ça peut poser des problèmes aussi dans le cas où on décide que tel dossier, on ne le présente pas. Donc, c'est pour ça qu'on a pris la décision de les publier par la suite. C'est une bonne étape dans la bonne direction. Merci beaucoup. Merci. Merci. Monsieur Julian Rodriguez, maintenant. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Je vais ma première question. Quand la STM et Transport Québec seront finalement agréés pour l'offration des autobus urbains de la STM et CET, presqu'île à l'utiliser la voie à côtément sur l'autoroute 40 et commande les délais pour la mise en service. Mardi dernier, le 26 février, j'ai devant voyager sur le 470 ce matin en direction est et devant des panneaux installés. Mais par jeudi matin, c'est enlevé temporairement. C'est vraiment le problème. Quand on les conditions, quand on fait l'autobus, les commandes dans la situation, c'est déjà plus d'1 an de planifier. Donc, vous savez qu'on souhaite augmenter le nombre de voies réservées pour autobus. Donc, c'est clairement une intention qu'on a. Je vais laisser M. Desrosiers peut-être préciser. Au niveau de la 40, je n'ai pas la date. On vous reviendra pour vous dire quand est-ce que ça va ouvrir. Je sais qu'il est dans la planification, mais je n'ai pas... C'est le ministère des Transports. Oui, ça relève du ministère des Transports. Nous, c'est une intention qu'on a, mais ce n'est pas nous qui sommes les maîtres d'œuvre, fait qu'on ne peut pas vous dire... Pardon? Ah, OK, oui, ici, parce que ça prend aussi, on ne peut pas rouler en autobus sur une autoroute de la même façon qu'en ville. Oui, ce n'est pas la même. C'est devant les entraînements des chauffeurs autobus et des deux organismes. Quand le moment pour utiliser la voie de côtément, donc planifiée, c'est différent quand une voie réservée. Et normalement, c'est la même situation à l'autoroute 20. Si vous voulez donc seulement utiliser la voie à côtément, cette autoroute à la Chine, quand les circulations c'est très fort, on a l'intention d'augmenter le nombre de voies réservées. Alors, on va dans ce sens-là, soyez rassurés. Vous avez une deuxième question? Oui. C'est ici, regardez l'annonce en fin janvier, regardez la réduction de services pour planifier pour la fin juin. C'est comment, et je vois une question d'ici. Comme un citoyen et un utilisateur de réseau, cette annonce pour couvrir les cours élèves et la dette, c'est très sérieux pour tout. Et moi, le renseignement pour quelle ligne va toucher par les annonces. Ma question, c'est quand on avance la STM, serait notifié des utilisateurs de réseau, les changements de service réduits et on offre certaines alternatives. Si une ligne va enfin le service en taux ou va moins fréquente de service. Bon, vous avez bien compris la nouvelle, c'est qu'on a annoncé des coupures, des réductions de services qui vont entrer en vigueur au mois de juin. Est-ce qu'on est déjà en mesure? On est en train de travailler sur l'établissement on entre ces données-là d'augmentation du taux de charge dans des systèmes informatiques qui vont générer des nouveaux horaires. Je ne sais pas si on en est rendu à la fin de détail précis, vous allez le voir lorsqu'on va publier les horaires. Mais ce n'est pas majeur. C'est surtout en hors-pointe. Puis on additionne de mémoire, je crois que c'est 2 ou 3 personnes par bus. C'est quelques minutes de différence, mais il n'y aura pas vraiment de différence majeure. Je vous rappelle qu'en heure de pointe, on met 55 personnes d'un bus. Et je crois qu'en pointe, on passe à 33 au lieu de 30. Au lieu de 30-31. Fait que ça va être assez peu sensible. Il y a des endroits qu'on va avoir un peu plus de différence, mais c'est le réseau complet. C'est égal partout. Oui, mais même très concernant pour moi, et c'est le service dans les
les lignes moins encouragées dans les secteurs servis des résidentiels de devoir connecter le ligne majeure. L'ordinateur fait des propositions, mais il y a quand même un être humain quelque part qui examine pour voir quel est l'impact final avant que la décision soit officielle. Alors, évidemment, on prend en considération des effets qui pourraient être pernicieux alors que l'intention est pas là. Monsieur le Président, si je peux ajouter, je vous assure qu'on va protéger les heures de pointe, le réseau de 10 minutes max et les express. Effectivement, l'impact va être probablement plus senti sur le réseau local que dans le réseau de 10 minutes max qui comporte 80% de notre achalandage. Et la communication va être faite en même temps qu'on fait les nouveaux statuts. Et dans les 10 minutes max, il n'y a aucun impact. Là. Cette mesure-là ne touche pas à ces lignes-là aux heures du 10 minutes max. D'accord, merci. Okay, merci. Monsieur Louis Cousineau, maintenant, veut nous parler aussi du terminus Lionel-Groulx. Est-ce que les réponses qu'on a données tout à l'heure vous satisfont? En partie? Bon, ben alors, je pourrais répondre à vos autres questions. Okay, merci. Bonsoir. Je voudrais simplement, bonsoir. Je voudrais simplement mentionner que, premièrement, ça ne fait pas seulement un an qu'on fait des revendications et on fait des points à la STM par rapport au circuit d'autobus qui se promène sur la rue de l'Île. Il y avait un arrêt d'autobus qui a été finalement déménagé. Ça a pris environ 10 ans. Et on l'a remplacé par un autre. Mais là, on me dit, ce n'est pas un arrêt d'autobus, c'est un débarcadère. Ce n'est pas pareil. Ça veut dire qu'on a quand même des autobus en avant d'un aire de repos pour les résidents de l'édifice. Et on a un volume phénoménal, même en hiver, avec les autobus sur la rue Green en ce moment. Ce qui me préoccupe, il y a ça, parce que j'endosse tout ce que mes locataires ont mentionné. Puis la prochaine fois, on pourrait en avoir beaucoup plus, puis ça va vous prendre une plus grande salle, parce que l'été s'en vient. Ça fait que c'est une grosse préoccupation. La deuxième, c'est surtout au point de vue de sécurité. Parce qu'on a toujours eu des problèmes de sécurité alentour de cet édifice-là, avec l'achalandage, avec le métro. Et en ce moment, le métro, les autobus, le volume additionnel, ça amène beaucoup d'opportunités. Et on a peur parce qu'on n'entend aucun plan de la part de la STM ou de la Ville pour améliorer la sécurité. La pollution, ça, c'est une autre chose que tous les gens vont goûter en triple, quadruple et plus prochainement. Ils méritent déjà au point de vue du bruit, mais au point de vue de l'environnemental, ça va être pire. Mais c'est ça que j'aimerais savoir. Qu'est-ce que c'est que la STM va faire? Pour ce qui est de la sécurité, je crois que vous devriez plutôt intervenir auprès de votre arrondissement. Il y a toujours des gens du service de police, des postes de quartier qui sont présents. Là, c'est vraiment, c'est carrément de leur ressort. M. Sauvé, là aussi, pourra vous prendre en note là, vos préoccupations. Il les a certainement déjà prises de toute manière en note. Pour ce qui est de la sécurité, pour ce qui est de la pollution, bon, à long terme, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vise l'électrification de nos bus. Alors, mais c'est pas dans un avenir rapproché, mais ça fait partie de nos projets à long terme d'éliminer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, au niveau de la pollution, ça devrait s'améliorer. Je sais que le bruit vous cause aussi des inconvénients, mais là, je comprends qu'il y a aussi la fréquence puis l'achalandage qui pose problème pour vous. Bien, vous savez, le STM n'a jamais présenté, à mon opinion, un cas valable pour la réouverture de la rue Green. Il y avait un choix sur la rue Saint-Jacques qu'ils ont préféré mettre de côté à cause du potentiel monétaire d'avoir développé ce côté-là de la rue au point de vue commercial. On m'a fait le point, la STM a fait le point sur ça, ou c'était une conseillère de la ville, je ne me souviens pas qui. Mais tout ça pour dire que quand même, au point de vue de la sécurité, je pense que c'est un problème de tout le monde. On fait affaire avec la Ville. La Ville dit c'est la STM. On fait affaire avec la STM, c'est la Ville. On fait affaire avec les deux. Puis là, ils disent c'est le gouvernement provincial qui nous impose certaines choses. On n'a pas le choix. On fait pas relancer la balle nécessairement au SPVM. Je pense qu'il y a lieu, comme on l'a fait la dernière fois, on a vos coordonnées. Je crois que ça vaudra la peine là, que des gens des différents services puissent entrer en communication avec vous pour vraiment prendre en note de toutes les récriminations que vous avez, de façon à voir là, comment on peut bien orienter vous orienter et vous permettre d'avoir accès aux bons services. Si on estime que c'est le SPVM, on pourra vous orienter de la bonne manière à ce moment-là. D'accord? Merci. Bonsoir.
M. Maxime Denoncourt, maintenant. Pour? Ben, moi aussi. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'avais 2 questions, en fait, pour parler de vélo. Mais la première concernait la fermeture de la ligne jaune. Quand on parle de mitigation, on me répète à la STM, semble-t-il, que c'est trop complexe de mettre un autobus avec les supports à vélo que la STM a déjà. Donc, je n'ai essayé de comprendre à quel point ça pouvait être complexe. Ben, parce que... Vous avez raison, j'ai posé la question cet après-midi, voyant sur Twitter que vous alliez venir poser la question. M. Desrosiers va vous répondre. Vous allez voir, c'est effectivement assez complexe pour plusieurs raisons qui, une fois qu'on les a expliquées, comprises, deviennent des raisons valables, à mon avis. La première, c'est qu'on en a juste suffisamment de sport à vélo pour les lignes qu'on fait déjà. Fait que si on faisait cette ligne-là, il faudrait ne plus donner de service ailleurs. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier. Et on avait, cette année, prévu un ajout au niveau des vélos. Malheureusement, avec le contexte budgétaire, on a dû annuler ça. Si ça avait été différemment, probablement on ne serait pas là aujourd'hui, mais c'est le cas. Le deuxième, de toute façon, on fait au mois de mars. Les supports à vélo, on ne les met pas sur les bus avant le 15 avril. Le troisième, il y a des bus. Les bus viennent un peu partout pour faire ce service-là. Et il y a comme 3 lignes. Puis une de ces 3 lignes-là, à cause du parcours, c'est des minibus qu'on ne peut pas mettre de sport à vélo dessus. C'est essentiellement pour ça. Et pour nous, ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est pas que c'est trop complexe, on n'est pas capable de le faire. Parce que c'est ça ce qui me questionnait. En fait, c'est seulement une des 3 lignes que ça serait, comment je dirais, prioritaire. Là. C'est le fait d'être capable de passer de Montréal à la Rive-Sud avec le vélo, ce qu'on est capable avec le métro. Et c'est problématique jusqu'à temps que le pont ouvre. Ça, c'est aléatoire, ça dépend. Bien, c'est question de météo, mais bref, le pont va ouvrir avant que les supports soient réinstallés pour une utilisation. On peut pas mettre mais même s'ils étaient réinstallés, on ne pourrait pas en mettre sur les bus qui vont desservir pour toutes sortes de raisons, notamment le fait que les chauffeurs qui conduisent les bus avec des supports doivent être formés et que les bus qui vont faire ce circuit-là ne sont pas conduits par des chauffeurs qui ont cette formation-là. Vous voyez que quand je dis que ça peut être un peu complexe, là, c'est plein de considérations parallèles qui font en sorte que, malheureusement, pendant la période de fermeture où le pont Jean-Cartier n'est pas encore ouvert, on va souhaiter qu'il se mette à faire 15 degrés d'ici les prochains jours. Comme ça va fondre, ça ouvrira plus vite. Mais c'est le seul souhait qu'on peut avoir. Je suis très sensible. Vous savez, je fais du vélo d'hiver aussi. Je comprends que la réalité pour les gens qui veulent traverser de la Rive-Sud, si le métro ne leur permet pas de traverser, à moins de marche, il n'y a pas grande solution. Il y a l'estacade. Est-ce que l'estacade est non? L'estacade est fermée. Il y a une clôture de 8 pieds. Là. Bon, alors on comprend ça. On est sensible, mais vous comprenez la réalité. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas répondre à la satisfaction. Oui, j'aimerais profiter de votre présence de faire une annonce pour une question que vous n'avez pas posée, mais qui peut être utile pour celles qui nous regardent à la maison. Les travaux commencent le 8 mars au 25 mai, la deuxième phase 13 septembre à 14 décembre. Le STM a créé 3 navettes. La première va à Longueuil, via Papineau à Berry-UQAM, le deuxième Longueuil à Parc Jean-Drapeau et le troisième qui va Berry-UQAM, Papineau, Jean-Drapeau, Casino de Montréal. Et la fréquence pendant les samedis et dimanches va être assez souvent que le navette 804 va être entre 5h30 et 7 le matin, mais après 7 le matin, ça va être chaque 3 à 5 minutes. Donc, c'est un bon service. Celle à Parc Jean-Drapeau, toutes les 15 minutes, et celle au Casino de Montréal entre 11 et 23 minutes avant 11h le matin, mais entre 11h le matin et 1h30 le matin samedi et 1h le matin dimanche chaque 12 minutes. Donc, ça offre un bon service quand même pour celles qui ont besoin d'utiliser ces navettes. Vous avez une autre question? Bien, la deuxième question, en fait, c'était de savoir qu'est-ce qui est advenu avec le projet pilote sur la rue Viau en termes de partage de voies réservées, parce que je vois les voies réservées. Vous allez être content aussi, comme M. Sauvé a été rapidement content. On a reçu l'autorisation du financement, donc on s'est entendu aussi là, lundi, pas plus tard que lundi, avec l'arrondissement Hochelaga-Maisonneuve pour la portion Sherbrooke à Pierre-de-Coubertin. Donc, dès que la neige va fondre, on va commencer à aller de l'avant avec ça. On va faire la signalisation, puis le projet pilote va être en vigueur là, dès le printemps. Ah, donc il va finalement avoir un projet pilote. Je vous garantis, puis on vous invitera à l'inauguration. Vous viendrez, ça me ferait plaisir de faire
le circuit avec vous. On en a même parlé avec M. Ménard. J'ai dit, on ne va pas partir d'en bas de la côte pour monter, on descendra la côte. Mais je vous garantis, ça va se faire. C'est un projet pilote, bien sûr. Hein. L'idée, c'est de voir comment on cohabite avec le bus et les cyclistes. Donc, pour voir comment les chauffeurs voient ça, comment les cyclistes le voient, comment les piétons aussi. C'est un projet pilote. Donc, à la fin, à l'automne, on va évaluer comment tout ça s'est déroulé. Mais évidemment, on espère que on va obtenir l'adhésion de tout le monde. Merci. Bon, ben, merci beaucoup. Bonsoir. Monsieur Louis L'Espérance, maintenant. Bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, chers membres du Conseil d'administration. En fait, c'est la rubrique 7, là, l'échéancier du prolongement du métro de la ligne bleue. Est-ce qu'il est possible d'avoir un petit clin d'œil une fois de temps en temps? On en parle dans les journaux. Je peux aller sur le site web. Là, j'avoue, je n'ai pas fait le travail. Mais où en sommes-nous au moment où on se parle? Quel est l'échéancier, la mise à jour, son état d'avancement pour qu'on puisse le suivre attentivement? Bon, écoutez, d'abord, je dois vous dire que c'est un dossier qui relève de l'Agence métropolitaine de transport, de l'AMT. C'est l'AMT qui s'occupe des études. Le gouvernement, vous savez, a annoncé un montant de 40 millions, si je ne me trompe pas, pour ces études-là qui vont se dérouler jusqu'en 2016. Jusqu'en 2016. Donc là, le travail qui est fait par l'AMT, c'est vraiment d'évaluer l'ensemble des coûts pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises, comme on l'a vu dans d'autres projets, là, qui avaient été annoncés, puis on s'est finalement retrouvé avec une facture plus élevée. Donc là, l'objectif de l'AMT, on participe à ces études-là, c'est de préciser le plus clairement possible quels seront les coûts pour que le gouvernement puisse ensuite prendre une décision éclairée. Donc, c'est là qu'on en est. Les études sont en cours. On y participe. Je ne peux pas vous dire à quel niveau ça en est rendu, mais l'échéancier est en 2016. On est dans le début de ces études-là. Et le gouvernement, ensuite, une fois que le bureau de l'AMT aura précisé là, les coûts du prolongement de la ligne bleue, le gouvernement pourra prendre une décision. Alors, c'est un projet à moyen terme. C'est toujours dans les intentions du gouvernement de prolonger la ligne bleue. Mais quant à savoir l'échéancier précis, là, tout ce qu'on peut vous dire, c'est l'échéancier précis par rapport aux études. Pour le reste, ce ne sont pas des décisions qui relèvent de la STM. C'est tout? C'est tout. Est-ce que vous maintenez quand même une pression sur le gouvernement pour qu'on puisse... Bien, nous, on est en faveur du prolongement de la ligne bleue, clairement. La rubrique 7, si, aucun dossier présenté dans ces rubriques. Ah oui, mais là, ça, dans la rubrique, oui, 7... à l'ordre du jour, là, c'est oui, contrat prolongement du métro. Bien, c'est-à-dire notre participation aux études et notre façon d'accélérer les choses et de faire en sorte que que le projet puisse être concrétisé dans la mesure où on a toute l'information nécessaire. Merci. Alors, ben voilà, ça conclut la période de questions du public. Est-ce qu'il y avait... Pardon? Non, Mme Gomez, non. Mme Gomez n'est plus là. Non, mais elle a retiré sa question. Alors, merci, Mme Gomez. Merci beaucoup. Thank you very much. Alors, ça met donc fin à la période de questions. Je demande à Mme Danielle Porret du secrétariat qui est assistante à la direction exécutive. Et j'appelle l'article 1 de l'ordre du jour. Adopter l'ordre du jour de la présente Assemblée en retirant les articles 13.2 et 14.4. Alors, c'est proposé par? Proposé. Appuyé par? Nathalie. Alors, l'article 1 est adopté. J'appelle l'article 2. Approuver les procès-verbaux des assemblées tenues les 27 janvier et 5 février 2014. Je les propose. Alors, l'article 2 est adopté. Maintenant, j'appelle les articles de la rubrique 3, contrat de biens, les articles 3.1 à 3.5. 3.1, autoriser l'option de renouvellement des contrats à Prévost, Équipement Marshall, Connectal et BDI Canada pour la fourniture de boyaux et raccords. 3.2, adjuger des contrats à Mersenne Canada, Morgan Material Canada pour la fourniture de balais moteurs et bandes d'usure pour les voitures de métro. 3.3, adjuger un contrat à béton préfabriqué du lac pour la fourniture de pièces de roulement en béton précontraint. 3.4, autoriser une modification au contrat à Logistique Unicorp pour la fourniture d'uniformes et la gestion du programme d'uniformes. 3.5, autoriser une modification au contrat à Girardin pour la fourniture de minibus polyvalents pour le transport adapté
et pour le transport urbain pour diverses sociétés de transport du Québec. Alors, proposé par? Je propose. Appuyé par? J'appuie. Alors, les articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 sont adoptés. Je veux une précision sur un de ces articles-là. D'abord, je veux vous dire, j'ai oublié de le préciser, évidemment, ça se passe vite tout ça. Ce n'est pas qu'on improvise, c'est qu'on a passé la journée en réunion à étudier l'ensemble de ces dossiers-là et à en parler. Donc, la discussion, les questions, on les a posées au cours de la journée. Donc, ici, l'objectif, c'est d'adopter les points. Mais je donne une précision quand même sur l'article 3.3 sur le béton préfabriqué du lac. Simplement pour vous dire que quand on parle de l'importance économique des investissements dans le maintien des actifs du métro de Montréal, les gens s'imaginent on investit à Montréal et ça ne sert pas au reste du Québec. Bien, les bétons du lac sont à Alma. Et donc, ce simple petit contrat-là d'1 million de dollars, bien, ça contribue à l'activité économique d'une entreprise qui fabrique du béton à Alma. Alors, quand les gens disent que l'économie du Québec ne profite pas des investissements en transport collectif, on vous fera pendant la campagne électorale sûrement une liste de tous les endroits au Québec où on bénéficie des investissements dans le transport en commun. Alors, maintenant, dans la rubrique 4, j'appelle les articles 4.1 à 4.4. 4.1, autoriser une modification au contrat à solution chaise Paymentech pour la transition vers la technologie EMV et pour les transactions d'encaissement par carte de crédit et de débit. 4.2, autoriser la prolongation du volet contrat d'entretien TI du système vente et perception à Xerox Business Solutions. 4.3, autoriser l'option de renouvellement du contrat d'entretien des équipements informatiques du système de vente et perception à Xerox Business Solutions. 4.4, autoriser la prolongation du contrat à Xerox Business Solutions pour la fourniture de pièces de rechange du système de vente et perception. Je les appuie. Alors, les articles 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 sont adoptés. Maintenant, j'appelle les articles de la rubrique 5, 5.1 à 5.3. 5.1, autoriser l'option de renouvellement du contrat de service professionnel à Vision Critical pour développer et entretenir un panel de clients pour les besoins d'enquête et de sondage. 5.2, autoriser l'option de renouvellement du contrat de service professionnel d'une agence de promotion, activités terrain et concours à Promotion Speed. 5.3, autoriser l'augmentation de l'enveloppe budgétaire et l'option de renouvellement du contrat de service professionnel en maîtrise des énergies à groupe ID. Alors, proposé par M. Rotran, appuyé par? J'appuie. Alors, les articles 5.1, 5.2 et 5.3 sont adoptés. Le cadenassage, on a appris ça cet après-midi, c'est vraiment des cadenas. C'est quand il y a des travaux de nature et sur le réseau électrique, il faut couper l'électricité sur les voies pour permettre aux travaux et pour s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui, par inadvertance, irait remettre le courant, vous comprendrez. Il faut littéralement mettre un cadenas pour qu'il n'y ait pas de geste qui se passe sans que... donc, il y a toute une gestion de la sécurité là, qui est impliquée dans ce cas-là. Alors, il n'y a pas d'article à la rubrique 6 ni à la rubrique 7. Maintenant, j'appelle l'article de la rubrique 8. 8.1, approuver l'utilisation des services professionnels du bureau de projet équipement fixe métro pour l'amélioration du système d'alimentation électrique traction du métro. Et j'appuie. L'article 8.1 est adopté. Alors, dans ce cas-là aussi, c'est en vue d'arrivée des nouveaux trains Azur. Il faut améliorer le système d'alimentation électrique du métro parce que les nouveaux trains vont nécessiter davantage d'électricité. Donc, c'est pour ça qu'on fait ces différents travaux-là. Maintenant, j'appelle les articles de la rubrique 9. 9.1, adjuger un contrat à KF Construction pour la réfection de l'enveloppe et des travaux connexes pour la station Angrignon. 9.2, adjuger un contrat à Les Constructions RRN pour la réfection de 4 structures auxiliaires. Proposé par? Les articles 9.1 et 9.2 sont adoptés. Maintenant, dans la rubrique 10. 10.1, adopter le règlement R139.2 déléguant à certains employés le pouvoir d'effectuer des opérations de trésorerie et approuver la modification de la politique corporative 3.07. J'ai pas fini. C'est un enthousiasme.
Si vous voulez, on peut vous lire la politique corporative 3.07. 10.2, approuver la modification du PTI 2014-2016 et adopter le règlement R147 autorisant un emprunt pour financer divers projets en immobilisation pour le réseau du métro. Alors, les articles 10.1 et 10.2 sont adoptés. Maintenant, j'appelle l'article de la rubrique 11. 11.1, prolonger la ligne de nuit 380 Henri Bourassa vers le centre de transport Stinson. Alors, l'article 11.1 est adopté. Dans ce cas-là, évidemment, c'est une ligne qui va permettre aux chauffeurs d'autobus de se rendre à leur quart de travail au garage Stinson la nuit. On a d'ailleurs appris hier que les lignes de nuit étaient à l'origine destinées à permettre aux chauffeurs de se diriger vers des centres de transport et qu'éventuellement, carryman, on les appelait, qu'éventuellement, on a décidé, tiens, tant qu'à rouler, pourquoi on ne ferait pas monter de la clientèle? Et c'est l'origine des lignes de nuit. Alors maintenant, j'appelle les articles de la rubrique 12. 12.1, autoriser le renouvellement de l'entente avec la Ville de Laval pour les services de surveillance des installations de la STM sur le territoire lavallois. 12.2, autoriser l'option de renouvellement du bail au 255 Crémazie-Est avec fonds de placement immobilier communard. Je les propose. J'appuie. Les articles 12.1 et 12.2 sont adoptés. Maintenant, j'appelle les articles de la rubrique 13, de 13.1 à 13.3, et je souligne que l'article 13.2 a été retiré. 13.1, adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour la réalisation de diverses études en caractérisation environnementale de terrain. 13.3, adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour le support opérationnel du SAEIV. J'appuie. Les articles 13.1 et 13.3 sont adoptés. SAEIV, c'est système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs. C'est ce qu'on appelle IBUS dans notre jargon plus simple à comprendre. Maintenant, j'appelle les articles de la rubrique 14, de 14.1 à 14.5. On retire l'article 14.4. 14.1, autoriser la délégation en matière de circulation de tout véhicule routier de la STM. 14.2, demander une dérogation au MAMRO pour acquérir des autobus et autres biens dans le cadre du projet Cité Mobilité. 14.3, autoriser la création d'un laissez-passer aller-retour 747 Congrès. 14.5, autoriser le paiement de factures à l'AMT relative à l'utilisation des équipements métropolitains. Je propose et je les appuie. Alors, les articles 14.1, 14.2, 14.3, 14.5 sont adoptés et ceci met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration de la STM en ce 5 mars 2014. Merci pour votre présence et au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Merci.